Faut-il investir dans eBike Labs en levée de fonds actuellement sur ce WeFund? C'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble, mais pas au hasard, à partir des critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement. C'est parti. Ces critères, tu les retrouves non seulement ici, mais tu les retrouves en description de la vidéo. Si tu veux télécharger le document, tu pourras le réutiliser de ton côté pour tes prochaines analyses de start-up. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin sur les critères, tu peux recevoir gratuitement mon livre dont la préface est de Xavier Niel, en description, en version papier chez toi. Donc eBike Labs, le premier système d'exploitation pour vélo électrique urbain. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce projet, je le découvre bien sûr en même temps que toi, j'ai regardé simplement la petite vidéo de présentation, c'est que on est sur un marché énorme, le marché du vélo urbain, mais en général, les boîtes qui sont sur ce marché, elles ont un produit physique. Et tu sais que chez Leonis Investissement, on n'investit pas dans les produits physiques, on investit dans le digital parce que ces startups présentent un certain nombre d'avantages. Et bien ici, on est sur un logiciel, donc on est sur le marché du vélo électrique, qui est un supermarché, mais eBike Labs développe un logiciel, et donc on a des effets d'échelle, c'est scalable. Donc d'entrée de jeu, ça part assez bien pour voilà ce qu'on peut dire vraiment avant même d'avoir vu une quelconque analyse. J'ai entendu dans la présentation qu'ils avaient un contrat, mais je vois qu'ici il y a un chiffre d'affaires de 700 000 euros, donc 700 000 euros c'est pas mal en 2022. Si c'est sur un seul contrat, c'est un peu concentré, mais 1,5 million depuis sa création. On va regarder quand était sa création. On a ici la valorisation qui s'affiche à l'écran, sur laquelle je vais quand même me poser des questions. Elle a l'air à première vue un petit peu élevée. On va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, chiffre d'affaires de 700 000 euros, on va commencer par ça directement. On va aller ici sur l'équipe et on va regarder sur le profil LinkedIn des fondateurs, Maël le CEO, Jean-René le COO et Colin le CTO, apparemment la C-suite, donc les chiefs quelque chose, ça doit être les 3 cofondateurs. Depuis quand est-ce qu'ils bossent là-dessus ? Ça va nous donner un indice intéressant, puisque on va savoir s'ils ont fait 700 000 euros en un an, c'est extraordinaire. S'ils ont fait 700 000 euros en 10 ans, c'est moins extraordinaire. Et la réponse est 8 ans. Ah, donc, effectivement, on voit ça souvent, 1,5 million en 8 ans. Il faut que tu regardes ici 3 ans. Alors lui, il a probablement rejoint après. Cela dit, il a une expérience entrepreneuriale préalable. Et ici, Colin, il a rejoint il y a 2 ans. Donc il a commencé en fait tout seul, Maël, vraisemblablement, avant d'être rejoint par les 2 autres en avril 2015. Lui, il n'a pas d'expérience entrepreneuriale apparemment au préalable, mais il est rejoint par Jean-René qui a une expérience entrepreneuriale et par Colin qui a une expérience aussi, puisque CTO. Et donc, on a une équipe effectivement complémentaire, avec un CTO, un développeur qui amène des compétences différentes, mais par contre, on peut pas vraiment dire qu'on a de la traction parce que, comme d'habitude, la traction, je regarde la vitesse à laquelle se développe la boîte. Et ici, malheureusement, ça fait déjà 8 ans que la boîte existe. Alors, on peut dire qu'elle a probablement eu une renaissance autour de 2019 et ici, 2020. Et notamment, bien sûr, avec le Covid, les nouvelles mobilités, etc., etc. Mais enfin, on est quand même sur une boîte qui a 8 ans d'existence et qui a pas eu tant de revenus que ça ces premières années. Et donc, pourquoi c'est important, je fais une petite parenthèse, mais pour bien t'expliquer, que tu comprennes. Si la boîte a mis 8 ans à faire 700 000 euros, est-ce qu'elle va pas mettre encore 8 ans à en faire 700 000 de plus ? Alors, a priori, non. C'est censé quand même aller un petit peu de plus en plus vite. Mais la vitesse d'une startup, c'est primordial, puisque la boîte, ce qu'on veut, c'est un exit. On veut faire entre x5, idéalement au-delà, x10, pourquoi pas x100, x1000, en tout cas dans la Silicon Valley, sur notre argent. En France, disons que si on fait entre x5 et x10, c'est bien. Mais on veut pas le faire dans 30 ans. Si tu fais x10 dans 30 ans, c'est pas du tout la même chose que si tu fais x10 dans 2 ans. C'est ce qu'on appelle le rendement annualisé. Il faut ramener le multiple à la durée. Et donc là, si on a une boîte qui est un peu lente, c'est problématique. Alors, du coup, moi je trouve que la valorisation, elle est trop chère. On a une boîte qui fait 700 000 euros de chiffre d'affaires cette année, mais valorisée à 9 millions. Encore une fois, si c'était sa 2e année d'exercice, on se dirait waouh, ils explosent tellement vite, ça vaudrait peut-être les 9 millions, et encore. Je trouve que la valorisation est trop chère. Alors, je peux remettre en question s'il y a un avantage injuste absolument fou, et on n'a pas vu quelle était la monétisation et la marge. Donc voyons voir un petit peu tout ça. Tu vois que vraiment en regardant comme ça, c'est pas long, je sais pas depuis combien de temps la vidéo a commencé, quelques minutes, on a déjà un aperçu des points qui vont pas, qui sont sur lesquels il faut prêter une attention. Et puis je te précise bien sûr que si tu envisages d'investir dans cette boîte, c'est pas une analyse de 10 minutes qui suffit, il faut bien sûr rentrer plus dans les détails.
La problématique, donc, les vélos électriques, d'accord, ils ont un impact, mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes avec les vélos électriques, sentiment d'insécurité, coût élevé, taux de vol important. Et le concept, ils ont conçu et élaboré un système d'exploitation dédié aux vélos électriques urbains e-bike OS. Donc, très bien. Ils ont 7 brevets, d'accord. La solution est protégée par 7 brevets. Donc là, impeccable. Il y a un avantage injuste, qui est le plus classique quand on est dans un business industriel. Dans le software et dans le digital, c'est plus difficile. Et c'est ça qui est intéressant. Mais là, c'est évident, il y a des brevets. Donc, la question est réglée, si je puis dire, évacuée immédiatement. Ok, très clair. Il reste la monétisation et la marge. Alors, on imagine qu'ils vendent leur OS et ils ont des contrats. Donc, on sait qu'ils savent monétiser. Ils ont un contrat à 700 000. Je sais même pas comment, mais ils savent forcément monétiser. Et quand on est sur du logiciel, probablement la marge est bonne. C'est ça qu'on va essayer de regarder déjà. J'aime beaucoup faire ça. CTRL F, marge. Tu vois que c'est pas abordé du tout ici. Ça, c'est dommage que ce soit pas abordé. Valeur ajoutée, élément différenciant. Donc, c'est intuitif, facilite la manœuvre, sécurise contre le vol. À qui ils le vendent ? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Je pense qu'ils le vendent aux constructeurs de vélos électriques. Ces fabricants de contrôleurs et systèmes moteurs peuvent intégrer e-bike.os dans leurs produits. Donc c'est ça. Développement de systèmes d'exploitation. Les concepteurs de vélos peuvent décider... Voilà. Donc les clients, c'est les concepteurs de vélos. Donc c'est de la vente plutôt B2B. C'est évidemment plus compliqué d'avoir des contrats là-dessus, mais puisqu'il faut négocier pendant une durée donnée, etc. Mais par contre, c'est des plus gros contrats, comme on l'a vu. Apparemment, ce serait un seul contrat à 700 000 €. C'est évidemment un très très beau contrat. Modèle économique, donc le modèle du SaaS, avec une approche push-pull. Je ne sais pas ce que c'est, intéressant. Donc, cette formule est gratuite pour les partenaires comme les fabricants. Il y a une version basique gratuite. Donc c'est ça le push-pull, c'est qu'on commence par une version gratuite et ensuite on essaie de les upsell, j'imagine, sur des versions plus complètes. Et puis la marque de vélo, pour le bike as a service, un abonnement mensuel, les flottes partagées, la vente au détail. C'est accumulé d'1,5 million, dont 700 000 € en 2022. Donc on a quand même une petite accélération ici, puisque 1,5 million en 8 ans, ou peut-être depuis 2020, mais seulement en 2022, 700 000 €, ce qui représente la moitié, quasiment. Donc là, ça c'est pas mal. On a une petite traction, une petite accélération si tu veux, mais le problème c'est qu'elle arrive vraiment tard. Et en plus, il y a une version gratuite, ça veut dire que... j'aime pas toujours les versions gratuites, ça dépend. Si c'est... il faudrait savoir combien transitionne de la gratuite à la payante, mais si la plupart des gens l'utilisent gratuitement, c'est embêtant parce qu'ils vont effectivement l'utiliser gratuitement et la boîte gagne pas d'argent. Alors je voulais regarder les chiffres, mais en général cet onglet n'a pas d'intérêt parce que ça nous donne des chiffres sur 2023-2024, mais là il a un intérêt, 250 000 et 700 000 en 2022. Donc là, ça c'est pas mal, on voit que là il y a eu une croissance. Chose extrêmement surprenante, en 2023 ils anticipent que 320 000. C'est-à-dire qu'ils anticipent une diminution, alors là ça se voit pas, mais ça monte et ça redescend. Ça c'est extrêmement négatif. Donc j'étais même, prêt à dire rouge qui tend sur l'orange pour être conciliant et gentil et tolérant. Non, une boîte qui divise par 2 son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, il y a un gros problème de traction. Alors ils vont te répondre, oui mais c'est parce qu'on a des contrats en négociation qui prennent longtemps. Effectivement, c'est vrai. Mais c'est un problème, je ne veux pas investir dans une boîte dont le chiffre d'affaires diminue. Donc tu l'as compris, sur l'attraction, je suis très négatif. Sur le reste, en fait, quasiment tout est positif, à part la valo qui me paraît très élevée, mais il y a une bonne équipe, un marché qui est super, ça monétise. Alors, on n'a pas eu l'info sur la marge, mais je présuppose, comme on est sur du SaaS et du software, je présuppose que la marge est bonne, c'est le cas dans 99% dans ce genre de projet. Et donc, c'est scalable, tu vois qu'il y a un avantage injuste, tout est ok. Simplement, ils valorisent leur boîte trop cher et ils n'ont pas assez de traction. On est typiquement sur le genre de business où soit les fondateurs n'arrivent pas à le vendre. Alors ici, on a une femme qu'on n'a pas vue dans l'équipe, qu'on n'a pas regardée. C'est évidemment pas de la misogynie, heureusement. C'est Laura. Ah oui, si, elle est Chief aussi. Parce que eux, ils avaient des initiales. Elle est Chief Stratégie, mais Chief, ça veut dire qu'elle serait potentiellement cofondatrice aussi. Donc on va quand même... Excuse-moi Laura, si tu regardes cette vidéo. Mille excuses. On va quand même aller voir le profil de Laura, c'est important. Chief Sales Officer, donc depuis 2020 également, elle aurait aussi rejoint en même temps que Jean-René et Colin l'aventure, donc plus récemment, profil ingénieur et Mine de Paris et EDEC, école de commerce. Donc ça c'est super profil bien sûr, mais vraisemblablement une expérience professionnelle plutôt côté ingénieur, et du coup curieux de la voir en Chief Sales Officer. Là elle a quand même fait 1 an de business development, donc là elle a fait un peu de vente, mais là elle se retrouve à faire de la vente alors que elle a fait 4 ans, un peu plus de 4 ans en ingénieur. Bon, c'est pas grave. Pardon, Laura, on l'avait oublié, mais je la vois ici sur l'image, je me suis dit tiens, on a vu 3 hommes, pour une fois qu'il y a des femmes dans l'entrepreneuriat, on en manque, donc voilà. Je referme la parenthèse, donc
Voilà, boîte. Donc, ce que j'étais en train de dire, pourquoi il n'y a pas de traction? Soit les fondateurs ne savent pas bien le vendre, ce qui peut arriver. Alors, ça a l'air pas facile à vendre parce que c'est du B2B. Soit ça peut être parce qu'il n'y a pas un marché suffisant, c'est pas assez intéressant vendu à ce prix-là pour les constructeurs. Donc ça, c'est évidemment embêtant. Il faudrait aller voir ici dans le BP financier et dans le pitch deck si on trouve des mentions de la marge. Je les ai pas eu dans le. On va aller voir dans le pitch deck et dans le BP rapidement. Tu sais, je m'embête pas, je fais un CTRL F marge. Ici, marge brute de 90% dès 2026. Alors ça, pareil, je déteste ça. On n'investit pas en 2026, on investit aujourd'hui. Et donc, quelle est la marge aujourd'hui? C'est ça que j'ai vraiment envie de savoir. Et je ne le sais pas, et c'est vraiment dommage. Et ici, est-ce que le mot marge est abordé? Non, il est nulle part dans le BP financier, le mot marge. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Alors ici, remarque, on peut peut-être l'avoir. Charge de personnel, charge, tac, résultat. Donc l'ARR, si on prend 3 millions, et pre-sale revenue, other external expenses... cost of goods sold. Ouais, c'est ça. Donc, tu as 10%. C'est ça. Le COGS. Donc, c'est cost of goods sold. Donc, c'est le prix de revient de ce que tu vends. Tu fais un ARR de 3 millions. Tu as un COGS de 300. Ça veut dire que tu as 90% de marge. C'est bien ce qui me semblait. Alors, c'est sur 2024 et pas sur... évidemment, comme d'habitude, je n'aime pas du tout quand on parle du futur. Je veux qu'on parle du présent et du passé. Mais en tout cas, c'est bien ce qui me semblait dans ce genre de business. C'est évident. La marge est importante. Donc, voilà pour mon analyse d'e-Bike Labs. On en a déjà terminé. Un business intéressant, mais il y a des gros trous dans la raquette malheureusement, en tout cas selon mes critères. Bien sûr, dis-moi en commentaire si tu investis ou pas, si tu es d'accord ou pas avec mon analyse. Et comme d'habitude, si tu veux investir avec moi et avec des centaines de membres dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères et qui viennent directement de la Silicon Valley, le berceau, le temple des startups, eh bien tu peux rejoindre le club Léonis Investissement. Le lien est dans la description. On t'accueillera avec grand plaisir pour investir dans des startups de la Silicon Valley. Il y a d'ailleurs un investissement en cours en ce moment. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.